dans cette nouvelle aventure éditoriale. Bon, déjà, ce qui a été très bien relevé est la situation de la France qui est en perte de vitesse. C'est-à-dire que c'est au plan interne, décrit par des auteurs français, des théoriciens, avec parfois des concepts rébarbatifs ou racistes, comme le grand remplacement. Et au plan externe, cela existe également ce grand remplacement, où on a vu l'émergence depuis plusieurs années des puissances, de nouvelles puissances économiques et stratégiques comme la Chine, pas si nouvelle que ça, la Russie et d'autres États du Sud qui vraiment disputent le monopole que la France avait dans certains secteurs économiques. Donc, il y a, donc aujourd'hui, vous avez parlé de la persistance, du déclin, mais aussi des illusions persistantes de la France par rapport à sa conception, la conception qu'elle avait de l'Afrique. C'est-à-dire une conception qui est marquée par la colonialité de son histoire, par exemple, au Mali. C'est-à-dire que le Mali a été historiquement une région une région où la France a eu toujours fort à faire, soit contre les Britanniques. Vous vous rappelez de la guerre de Fashoda et que Mongo Betty aimait citer ce nom de complexe de Fashoda pour décrire le complexe de la France par rapport à son ancien précaré, à ses territoires qu'il pourrait perdre. Donc, ce concept de complexe de Fashoda donc, peut aussi aujourd'hui servir à justifier les hésitations, les mêmes erreurs, la persistance dont on parlait, de ces erreurs qui interviennent les unes après les autres sans que jamais, apparemment, la France ne profite des faux pas précédents pour améliorer sa stratégie dans la région. Donc, il y a eu à la fois, je parlais des puissances rivales comme la Grande-Bretagne et des puissances même africaines. Au Cameroun, on connaît l'histoire de Rabat, hein, parce que le Soudan s'étendait jusqu'au niveau du Tchad et même du nord du Cameroun, qui a évidemment tenu tête à la France, qui a été assassiné, et donc la tête aujourd'hui se retrouve au Musée des sciences de l'homme en France. Donc tout ce contexte donc, historique, psychologique même, parce qu'on parle de complexe de la part de la France, et aussi de déclin économique, aboutissent à cette situation politique au Mali, où les tensions ne sont pas simplement des tensions avec la France, mais sont aussi des tensions internes, c'est-à-dire que maintenant alimentées, comme les autres panélistes ont si bien noté, par des appétits des grandes puissances du Nord, par les armes du Nord, parce que si on veut toujours se rappeler du contexte, cette guerre, finalement, l'instabilité au Sahel a connu un essor, si on peut nommer ça essor, à la suite du printemps arabe, à la suite de la déstabilisation de la Libye. C'est à partir de là que les armes, que ce qu'on a appelé les terroristes ou les mercenaires ou encore les djihadistes, donc, sont devenus des institutions à part entière de l'histoire malienne. Donc, je voulais souligner ça avant, évidemment, de continuer dans le sens que vous vouliez donner à la discussion tout à l'heure. À vous, docteur Eric Sono. Je poursuis avec vous, Sébastien Périmoni. On sait qu'il y a dans cette plainte au niveau des Nations Unies, plainte portée bien sûr par Bamako contre Paris. On connaît les accusations, mais on voit en tout cas cette détermination du gouvernement de Bamako aujourd'hui. Quel est le message que Bamako veut peut-être faire passer? Est-ce que c'est anodin de porter de telles déjà accusations, mais de porter une telle, on va dire quoi, une telle plainte au niveau international, au niveau mondial, en interpellant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies?
D'abord, ça veut dire que le Mali est devenu une grande nation, une nation souveraine qui joue le jeu de ses propres intérêts dans le concert des nations, puisque c'est ça que la France a régulièrement fait la même chose aux Nations Unies par rapport à la Libye, par rapport à la Syrie, par rapport à plein d'autres pays pour dénoncer des exactions, des violations de l'espace aérien et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le Mali aujourd'hui a quasiment, on peut dire, récupérer sa pleine souveraineté en termes politiques, s'adresse directement aux Nations Unies sur des faits qui sont extrêmement graves, puisque j'ai eu la chance de lire un petit peu les accusations qui sont portées. Si vous voulez, c'est des accusations qui sont extrêmement graves. Quand on parle de violation de l'espace aérien, de dépôts de différentes cargaisons non identifiées sur le sol malien, etc., on est clairement, si vous voulez, dans des violations très graves que la France essaye d'imposer justement quand elle intervient dans d'autres pays. Donc ça, c'est aussi un paradoxe de la France, c'est aussi un paradoxe du droit international qui n'existe quand ça vous arrange, et on l'a vu partout. Donc, si vous voulez, c'est très important. Je pense le fait que le Mali retrouve sa souveraineté, elle le retrouve sur le plan militaire, ça a été mentionné par la collègue. Elle le retrouvera prochainement, je l'espère, sur le plan monétaire en sortant du franc CFA. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître fou de le dire, mais ça a déjà été fait au Mali. On se rappelle l'exemple de Modibo Keïta qui disait d'ailleurs lui-même qu'il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté militaire et monétaire. Ça n'existe dans aucun pays. Donc ça, c'est l'héritage du Mali qui remonte à la surface, c'est une très bonne nouvelle. Et quant à la France, je lui souhaite bon courage parce que les accusations qui ont été portées contre elle par les autorités maliennes sont sourcées, documentées, chiffrées, et donc elle va devoir, aujourd'hui, elle va devoir répondre à ces accusations de ces violations qu'elle a commises du point de vue du droit international et du point de vue, si vous voulez, justement de sa responsabilité. Après, bon, le droit international évidemment est contrôlé par les plus forts aujourd'hui, mais c'est quand même un changement, pour moi, un tournant majeur dans les relations, je dirais, du Mali avec la France, puisque on peut dire quasiment qu'à ce niveau-là, on commence à rivaliser d'égal à égal, et la France va devoir répondre de ces accusations, donc le débat va être très intéressant aux Nations Unies. Sébastien Perimoni, ce sont justement les grandes puissances qui gèrent on va dire, cette politique internationale. Mais actuellement aussi, au niveau des Nations Unies, on sait que c'est la Chine qui préside le Conseil de sécurité. La Chine qui est aussi un grand allié quand même du Mali. Est-ce que c'est un avantage pour Bamako? C'est clairement un avantage puisqu'on sait que déjà d'un point de vue général, la Russie et la Chine, si vous voulez, ont signé un partenariat stratégique au moment des JO de Pékin dans lequel ils le disent explicitement qu'aujourd'hui ils vont créer un nouveau monde multipolaire loin de l'hégémonie occidentale. Aujourd'hui, je rappelle que plus de 150 pays dans le monde ont signé des partenariats officiels avec la Chine dans le cadre des routes de la soie, donc 150 pays sur 190, c'est quasiment 80% de la population, et que la dynamique de la Chine, justement, comme je l'ai dit, dans son partenariat avec l'Afrique, est un vrai partenariat gagnant-gagnant, sauf à quelques exceptions près, il faut l'avouer, mais en général, et face à ça, malheureusement, la France va être impuissante, puisque aujourd'hui la Chine est clairement en position dominante par rapport à son partenariat avec l'Afrique. D'ailleurs, si vous l'avez vu, et Emmanuel Macron qui s'est rendu récemment en Afrique et qui a essayé de mobiliser tous les dirigeants qu'il connaît pour faire en sorte qu'ils condamnent l'invasion russe, l'agression chinoise, la politique de ce qu'il appelle la diplomatie de la dette des Chinois envers l'Afrique, tout ça n'a eu absolument aucun retour des dirigeants africains. Donc évidemment, aujourd'hui, la Chine est en position de force par rapport à ça. Et juste pour terminer, vous savez, c'est la blague qui avait été faite par un de mes amis. Vous avez le porte-parole de Trump qui s'est rendu en Afrique, vous voyez, qui est arrivé dans un aéroport chinois, construit par les Chinois, qui a pris une autoroute construite par les Chinois, qui est arrivé dans l'Assemblée nationale du pays, qui a été construit également par les Chinois et qui a fait un discours en disant aux pays africains de se méfier des Chinois. Donc on est dans ce paradoxe-là aujourd'hui où malheureusement la France n'a
la France n'a plus, si vous voulez, le pouvoir impérialiste, la force de contrainte de considérer l'Afrique comme son précaré, où elle est libre de faire ce qu'elle veut, de piller les ressources, de mettre un dictateur un jour, de le renverser le lendemain en fonction de ses intérêts. Donc aujourd'hui, tout ça, ce n'est plus possible. Donc c'est plutôt, disons, encourageant pour la dynamique globale, entre guillemets, en particulier pour le Mali, dans ce bras de fer avec la France. Merci une fois de plus à vous, Sébastien Périmoni. Madame Aganisha, je vous retrouve une fois de plus. Alors, on a parlé, on a cité la Chine, la Russie, entre autres. Lorsqu'on parle du Mali, impossible aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui de ne pas citer ces pays. Et beaucoup s'interrogent justement depuis ces derniers temps de qui fait réellement la guerre du côté du Mali et pensent que ce n'est pas une guerre entre Bamako et Paris, du moins peut-être Paris serait en train de se battre, non seulement Paris et ses alliés, mais entre la Russie et peut-être la Chine, Bamako n'est qu'au milieu. Les véritables acteurs sont cachés. Ça c'est encore une fois de plus, c'est la France qui dit ça, c'est les Européens qui disent que c'est la Russie qui fait la guerre ou que c'est la Chine qui fait la guerre. Mais c'est toujours le paternalisme français qui dit que que les Africains ne peuvent pas prendre de décisions, que les Africains ne sont pas courageux, que les Africains, comme si les Africains ne pouvaient pas avoir l'idée d'avoir un État souverain, c'est qu'on a toujours eu, que la France, que l'Occident nous a enlevés et que les Maliens, que Assimi Goïta, que Abdoulaye Diop, que ce qu'ils appellent la junte malienne, que les autorités maliennes ne puissent pas rêver d'un État libre, puissant, et que les Africains ne puissent pas avoir de volonté de puissance, de rivaliser avec la Chine, d'être comme la Chine, d'être comme la France, et d'avoir un pays où il fait bien comme les autres pays. Et pour quelle raison c'est toujours quelque chose qui est assez récurrent avec la France, c'est toujours de traiter les Africains comme des enfants. Mais moi, personnellement, je pense que les Maliens montrent comment dirais-je, ils auraient pu avoir même des puissances comme la Chine ou comme la Russie, sans aller au-delà de ça, sans faire ce qu'ils font aujourd'hui. S'ils arrivent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils ont la volonté de s'en sortir et qu'aujourd'hui, ce sont des Maliens qui sortent au Mali et qui se battent. Et s'il y a eu si IBK a été dégagé alors que la France le soutenait, d'ailleurs la France n'a même pas vu venir le coup d'État, si le IBK a été dégagé, c'est aussi parce que les Maliens les Africains aujourd'hui ont une idée de ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent et ils se donnent les moyens d'être ce qu'ils ont envie d'être. Peut-être que je pense que le Mali ne devrait pas se reposer totalement sur la Chine et sur la Russie, ni sur la France, ni sur aucune puissance étrangère. Le Mali doit négocier pour pouvoir avoir sa souveraineté au niveau, que ce soit au niveau technologique, au niveau économique, au niveau des armes. Tous les Africains, c'est ce que tous les Africains aujourd'hui doivent penser, c'est comment s'armer. Parce qu'on est quand même face à des puissances qui veulent ce que nous avons chez nous et qui sont prêts à tout pour ça. Même si aujourd'hui, je pense que la Russie ou la Chine, s'ils pouvaient faire comme la France, ils auraient fait comme la France. Hein. Faut pas penser que la Russie ou que la Chine, ils le font parce que c'est une manière de contrecarrer la France. C'est là aussi que les autorités maliennes doivent faire la différence, c'est de savoir que ces gens ne sont pas, enfin comme disait De Gaulle, j'aime pas tellement avoir des références comme ça, que les pays n'ont pas des amis, ils ont que des intérêts. Donc là, ce que les autorités maliennes doivent faire, qui est primordial, c'est de faire de la transfert de technologie, un armement. Les pays africains doivent s'armer, doivent refuser même de sortir leurs ressources naturelles
s'il n'y a pas la technologie qui va avec et qui leur permet eux aussi d'avoir la même chose pour pouvoir se défendre. Et c'est ça qui créera finalement un monde multipolaire. C'est pas la Chine et la Russie qui défendent le monde multipolaire alors qu'il n'y a pas les Africains. Les Africains doivent se positionner dans ce monde multipolaire comme des puissances aussi et faire de sorte, ils ont les moyens de le faire. On a aujourd'hui les populations africaines n'ont plus, le monde c'est un grand village aujourd'hui. Les gens, ils voient ce qui se passe ailleurs. Ils ont envie d'avoir la même vie et la même sécurité que les autres. Donc ça, c'est la responsabilité des Maliens de faire de sorte que d'avoir des armes qui les défendent. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir des armes, la technologie d'armement, parce qu'ils ont déjà les matières premières et de les faire sur place. C'est ça qui nous sauvera, à mon avis. Merci une fois de plus à vous, Madame Aganisha. Docteur Kanga, est-ce que vous pourriez donc dire aujourd'hui, au regard de tout ce qui est avancé, que le Mali se dirige justement sur la bonne voie? Du moins le pays prend-il les bonnes décisions aujourd'hui en s'alliant, pourquoi pas, à la Russie? On a suivi tout à l'heure Madame Aganisha. Il faut tout de même être prudent. Oui, on a des alliés, mais il faut toujours être prudent. Oui, mais pour sortir des griffes de la France, il faut encore avoir un partenaire beaucoup plus colosse, beaucoup plus robuste que la France. La France, la dernière fois, je ne sais pas si j'avais mal dit, mais la France occupe le 7e rang en tant que puissance militaire et la Russie en tant que 2e puissance militaire. Et donc, si le Mali veut son autonomie, le Mali est bien obligé d'avoir un allié de poids, de taille, pour faire reculer la France, parce que la France ne reculera pas tant que le Mali n'a pas un allié sûr. Et donc, on a bien vu que, je fais un lien avec la République de la Centrafrique. Je fais un lien parce que quand la Centrafrique était très pénalisée par rapport à l'embargo et tout ça, qui l'a sorti des griffes de cet embargo-là, c'est la position, c'est son allié sûr. La Russie qui a fait que les autres partenaires, parmi les membres permanents, la Russie est un allié de taille. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour briser le joug colonialiste de la France, il faut que le Mali est un allié fort, et la Russie, c'est peut-être que pour passer à l'étape d'après, il fallait passer par la Russie. C'est incontournable. La Russie aujourd'hui, c'est le partenaire de beaucoup d'Africains, et je pense que c'est l'avenir de beaucoup d'Africains qui voudraient se détacher de la France, qui ne veut pas briser les liens et elle met une chape de plomb sur les pays d'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, et donc du coup il faut batailler pour pouvoir s'en sortir. Donc moi je pense que la posture du Mali aujourd'hui est la bonne, parce qu'on a bien vu que l'allié qui fait peur à la France, c'est la Russie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette terminologie de Wagner, les mercenaires. Il n'y a jamais de mercenaires en France quand ils viennent pour travailler au Mali, pour travailler dans les pays d'Afrique subsaharienne. Quand c'est eux qui envoient des mercenaires, ces mercenaires ne s'appellent pas des mercenaires, ils s'appellent des soldats. Mais quand c'est la Russie qui vient détrôner, qui vient prendre la place que la France pensait que c'était acquis et que jamais personne d'autre ne pourrait prendre sa place. Donc, quand d'autres viennent et que ça inquiète la France, eh bien, on les traite de mercenaires, ou bien de Wagner, la wagnérisation du Mali. Bon, la France a beau jeu de le dire, parce que elle est en difficulté, comme ça a été souligné. C'est une France fragilisée en interne, parce que quand on voit ce qui se passe en France, on a vu ce que les Gilets jaunes ont montré, ont mis l'accent sur la fragilité de l'économie de la France, et on voit très bien que le Mali veut s'en sortir,
Et parce que le Mali veut s'en sortir, la France ne veut pas lâcher prise. C'est d'ailleurs pour ça que cette recrudescence qu'on a constatée visait justement à mettre à mal ce pouvoir, cette autorité du Mali qui veut par-dessus tout sortir des griffes de la France. Donc le Mali fait bien, non seulement le Mali fait bien d'attaquer la France au Conseil de sécurité des Nations Unies pour acculer la France qui prétend venir protéger avec la mission régalienne de ce Conseil de sécurité qui prétendait venir protéger, donc en montrant que c'est la France qui fournit des armes, qui fournit du matériel à ces mercenaires, à ces djihadistes, ou avec tous les noms en ist, les suffixes en ist que vous pouvez trouver, on voit très bien que le Mali a de bonnes cartes dans sa main et qu'elle fait mal, le Mali fait mal à la France aujourd'hui en l'attaquant, en portant plainte. Et c'est le Mali qui a les cartes du jeu, si on peut dire, aujourd'hui. Même si c'est un pays qui n'est pas une grande puissance, le Mali n'est pas une grande puissance sur la scène internationale, mais aujourd'hui le Mali dicte des choses et fait reculer la France, montre au monde ce que la France est capable de faire comme félonie, comme fourberie. Et donc aujourd'hui, je pense que la France se défendra, bien sûr, évidemment. La France se défendra, elle va opposer son veto parce qu'elle est prise la main dans le sac. C'est ce qu'il faut dire, c'est de ça dont il est question, la main dans le sac. Donc, si le Mali, avec les preuves à l'appui, et je pense que les preuves sont nombreuses, la France va se dédire, elle va se dédire ou elle va contourner ses accusations en apposant son veto. C'est tout ce qu'elle peut faire, la France, aujourd'hui. Elle est acculée par le Mali, un pays. Pourtant, on dit que c'est un pays pauvre et c'est ce pays qui vient donner des leçons à la France, la grande France, la France qui occupe la 6e puissance mondiale ou la 7e, peu importe le nombre, mais en tout cas dans les 5, 6 premières puissances. C'est aujourd'hui le Mali, ce pays qu'on trouvait insignifiant, qui vient donner une raclée phénoménale à la France. Donc, pour moi, derrière cette question des rapports diplomatiques, de la crise diplomatique entre la France et le Mali, se cachent des enjeux beaucoup plus grands, ceux de l'Occident qui veut recoloniser l'Afrique en passant par le Sahel. Donc c'est ça l'enjeu. On met la boxe, le match contre la France et le Mali, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est bien plus sournois et c'est une manière de pénétrer dans cet espace qui regorge de ressources incroyable. Et donc, Macron l'a bien dit d'ailleurs que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Hein? Donc, il faut lire derrière ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'on reste là-bas, vaille que vaille. Si ça doit coûter la vie des Africains, peu importe. Et donc, il faut rester au Sahel. Donc, imposer, on a chassé Barkhane repart au Niger. Donc, la France ne veut pas lâcher prise. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle a lâché prise grâce au partenariat avec la Russie, Mali-Russie. La France a été obligée de reculer. Merci à vous, docteur Kanga. Docteur Eric Sono, alors l'enjeu autour du moins l'un, on va dire quoi, des principaux, on parle de recolonisation de l'Afrique à travers justement cette crise qui se joue aujourd'hui entre le Mali et bien sûr la France. Est-ce que vous partagez cet avis? Le risque le plus important, il n'est pas celui de la recolonisation. Je crois que le problème réel est plutôt celui de la colonisation qui n'a vraiment jamais été achevée. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la continuité coloniale. Et il ne faut pas, c'est-à-dire que même si jusque-là le Mali engrange un certain nombre de victoires symboliques, il reste assez tôt
pour voir quelles sont les conséquences de ces victoires symboliques, parce que ça reste quand même un régime très vulnérable. Et aussi, on ne peut pas comparer la présence et même l'action des puissances rivales de la France à l'aune du seul point de vue économique. Cela va beaucoup plus loin que ça. Il y a plus de 100 000 ressortissants maliens en France, c'est important. Le Mali est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils utilisent, cela a été relevé, le franc CFA. Et une relation uniquement basée sur des intérêts économiques ne peut pas avoir dans l'esprit des peuples la même influence que la relation bicentenaire qu'a la France avec le Mali. Cela étant dit, on fait bien de relever le côté sournois, le côté insidieux de cette guerre qui a été d'abord localisée au nord du Mali. Nous parlions tout à l'heure des lendemains difficiles de l'invasion de la Libye, et puis qui a métastasé au niveau des pays G5 Sahel. C'est une organisation justement qui montre que cela a embrasé dans toutes les régions autour du Mali. Et puis, ça va, ça descend, toujours plus bas en Afrique subsaharienne. On remarque aujourd'hui que des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Togo, sont aussi attaqués. Donc il y a, plutôt qu'une recolonisation, une tentative désespérée de maintenir des intérêts stratégiques, évidemment, qui sont en train de leur échapper. Donc, ils n'y arrivent pas. Donc, on voit que la France, si l'on en juge la dernière tournée de Macron, M. Macron et Emmanuel Macron en Afrique, qu'elle a plus ou moins conscience de ce déclin, de ce rejet de cette politique en Afrique, mais on voit aussi qu'elle ne réussit pas à trouver les réponses justes. Elle ne réussit pas à se départir de son paternalisme, cela a été dit, et de sa volonté de puissance. Il en résulte donc maintenant un équilibre, un déséquilibre ou un équilibre de vulnérabilité. La France est de plus en plus vulnérable et le Mali et les pays d'Afrique qui, on ne peut pas dire qu'ils sont aujourd'hui plus indépendants qu'ils ne l'étaient hier. C'est-à-dire qu'à l'alternative de la France, il n'y a pas une alternative des peuples qui restent très divisés avec des guerres tribales qui ne sont pas simplement des inventions externes, c'est-à-dire historiquement elles le sont. C'est des conséquences de la colonisation. Mais aujourd'hui, en plus des manipulations, des intérêts téléguidés des puissances occidentales, il y a quand même que sur place, dans ces pays, on n'arrive pas à proposer sur le plan de la monnaie, sur le plan de la souveraineté. Il manque de lisibilité sur le coup d'après. Peut-être qu'elles savent ce qu'elles vont faire, mais à la fois la population, les commentateurs, les Africains, on ne voit pas toujours où tout cela nous mène. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils encaissent, mais aussi ils savent anticiper, notamment par l'offensive auprès des Nations Unies. Ils réfléchissent. Mais maintenant, au-delà de cette guerre froide avec la France, au-delà de cet isolement, ils sont plus ou moins isolés en Afrique de l'Ouest avec leurs voisins, hein, certes, une fois de plus, avec la main invisible, pas si invisible que ça, des puissances occidentales, mais le fait qu'ils se sont, le Mali a été assez isolé. Et aujourd'hui, il est très tôt pour savoir quelle est l'issue, comment est-ce qu'on sort de cette situation de résistance
et ce mouvement de dignité. Est-ce qu'on va en rester là à la dignité, l'indignation et au rejet de la France? Donc ça, c'est une vraie question qui se posera dans les années à venir. Donc, concernant donc aussi le point que je voulais soulever concernant la situation du Mali est que toutes les forces, c'est-à-dire que ce soit la force européenne, Takuba, la force Barkhane qui est partie il y a quelques jours, les partenaires du G5 Sahel qui étaient, on le sait, une coquille vide, et le Mali aujourd'hui, de mon point de vue, rend fier, mais quand même assez incertain, parce qu'on ne voit toujours pas ce que la puissance, ce que l'intelligence militaire, si elle est uniquement stratégique militaire, aussi au-delà, il y a des choses vers lesquelles ils vont entraîner leur peuple et l'Afrique de manière générale. Donc, quant à la France, enfin, elle avait, au moment en 2012, pardon, quand le président Hollande accepte, il y avait eu toute une mise en scène de l'intervention militaire au Mali, par l'opération Serval, ils avaient promis, la France avait promis d'éradiquer les assaillants, le terrorisme, et il n'en a rien été. Au contraire, la situation a empiré. Il y a eu évidemment des villes qui ont été libérées ici et là, mais il n'y a pas de raison de croire que au moment, avec ou sans la France ou avec d'autres partenaires, on ne serait pas arrivé à ces mêmes résultats. Ce qui est plus désolant, c'est que la France, en permanence, se trompe, ment ou ne tient pas ses promesses, ou soit parce qu'elle ment, soit parce qu'elle n'y arrive pas. Dans tous les cas, elle ne porte pas sur elle-même un regard décolonial, c'est-à-dire que de redéfinir sa définition avec les peuples, les États africains, de redéfinir sa mentalité. Il y a une mentalité française coloniale. Je ne parle pas de la population française, quoique, évidemment, c'est la population qui produit aussi ses leaders. Il y a un jeu de miroir entre les leaders et leur peuple, mais on ne peut pas nier que les tares de leurs pères qui ont soumis les nôtres, nos ancêtres, sont instillés de génération en génération, même chez des leaders qu'on croit aussi jeunes et qu'on croit dotés de logiciels nouveaux. On remarque toujours, évidemment, à un moment donné, des discours empreints de racisme ou du sentiment de leur supériorité. Mais nous, ça change. Okay. Merci à vous, docteur Essono. On a encore quelques minutes. On va prendre dans ces minutes pour faire le tour de table et aborder la seconde thématique. On reviendra sur l'actualité autour du Mali. De toutes les façons, elle reste d'actualité. C'est toujours le Mali. Il y a toujours des faits de ce côté-là. Donc, on en parlera certainement dans nos prochaines éditions. On y reviendra une prochaine fois. Le temps de souffler avec la transition et revenir sur le plateau. Alors, la guerre russo-ukrainienne, qui perd réellement la guerre? Vous le savez, il y a beaucoup de communication autour de ce conflit qui oppose depuis déjà, on parle de 7 mois, la Russie et bien sûr l'Ukraine. On parle d'une guerre de communication, mais ce qu'on sait, ce qui est divulgué depuis un
depuis quelque temps, c'est que la Russie est en train de perdre cette guerre. Est-ce que c'est vrai? De l'autre côté, on ne saurait parler de cela lorsqu'on sait, sans parler bien sûr des États africains, lorsqu'on sait que l'Afrique également est impactée, il y a des conséquences sur le continent africain. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette rencontre entre le président en exercice de l'Union africaine, le président également du Sénégal, Macky Sall, qui a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Il s'est également rendu, il a également rencontré les autres dirigeants de l'autre partie. Alors l'Afrique également est au cœur de cette crise, ce conflit qui oppose la Russie et bien sûr l'Ukraine. Qu'est-ce qu'elle gagne et également elle? Est-ce qu'elle perd? Est-ce qu'elle va perdre? De quel côté doit-elle aller? En tout cas, ce sont entre autres des interrogations que nous allons poser. On va avec le concours de la réalisation peut-être prendre cet extrait. Vous le savez, dans cette guerre, il y a des alliés. Et bien sûr, il y a encore cette dernière sortie du président Emmanuel Macron, le président français, qui a réaffirmé son soutien au gouvernement ukrainien. La France et l'Union européenne, avec nombre d'alliés et d'amis de l'Ukraine, font le nécessaire pour soutenir votre combat. Parce que c'est un combat juste, c'est un combat pour votre souveraineté, votre intégrité territoriale. Et notre détermination n'a pas changé. Et nous sommes prêts à maintenir cet effort dans la durée. Voilà, nous sommes prêts à maintenir cet effort dans la durée. Sébastien Perimoni. Alors, les observateurs de la scène internationale, du moins certains, pour eux, Moscou a déjà d'ailleurs perdu la guerre. Moscou ne va pas perdre la guerre, mais eux, ils considèrent que Moscou a déjà perdu cette guerre et surtout sur le plan stratégique. Sébastien Perimoni. Oui, tout à fait, je suis avec vous. Oui. C'est juste que quand j'entends Monsieur Emmanuel Macron, si vous voulez, qui n'est jamais avare de bêtises, et qui est tout à fait conscient d'ailleurs des bêtises qu'il est en train de raconter, au nom d'un narratif, si vous voulez, qui serait les gentilles démocraties libérales occidentales contre les autocraties russes et chinoises qu'il faut à tout prix dominer et faire s'effondrer pour reprendre le contrôle de notre monde unipolaire. Alors que sur le terrain, tout le monde le sait, si vous voulez, l'armée ukrainienne est incapable de résister évidemment à l'offensive russe. D'ailleurs, si les Russes voulaient envahir la totalité du pays, ils n'auraient pas longtemps pour le faire. Et donc, on est vraiment là dans la pure fiction avec Emmanuel Macron d'un narratif où d'ailleurs, lui-même dit au peuple français avant-hier que on allait encore, nous les Français, devoir faire des sacrifices au nom de la liberté pour la liberté, si vous voulez, de l'Ukraine. Donc ça, c'est un premier point. On est vraiment dans la fiction d'un point de vue militaire. Je parle d'un point de vue de la réalité militaire de terrain. Aujourd'hui, à aucun moment donné, personne n'imagine une seule seconde que l'Ukraine puisse gagner cette guerre. Si l'Ukraine devait gagner cette guerre, ça passerait par une guerre mondiale, et cette guerre mondiale qui devrait en plus être gagnée par l'Occident, ce qui est loin d'être le cas. Puisque je rappelle, je le mentionnais d'ailleurs dans une émission précédemment, que vous avez les forces d'état-major françaises qui justement viennent de dire que pendant des années, la France était habituée à faire des guerres asymétriques, donc par exemple l'opération Barkhane, donc sur des terrains vraiment un peu déstabilisés, et qu'aujourd'hui la France n'est pas du tout prête à mener une guerre de haute intensité. Et je peux vous donner juste quelques chiffres, puisqu'ils ont été révélés dans une audition qui vient d'avoir lieu au Parlement français. Si on regarde l'état des forces françaises, j'ai les chiffres ici. 91, on avait 1300 chars d'assaut. En 2021, on n'en a plus que 222. Donc voilà. Pareil pour les avions, on est passé de 600 à 300. Et au niveau des forces armées, on est passé de 450 000 à 200 000. Ce qui fait dire au chef d'état-major de l'armée française lui-même que dans un conflit de haute intensité aujourd'hui, l'armée de l'air n'aurait plus d'avions en 10 jours et vraisemblablement plus de missiles au bout de 2 jours. Donc vous voyez, quand vous entendez Macron aujourd'hui dire que l'Ukraine, que l'Occident, l'OTAN de manière générale peut gagner cette guerre, c'est totalement une fiction. Et juste pour terminer, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet de la situation parce que on peut, si vous voulez, avoir une vision géopolitique et d'analyste. Mais si demain, en effet, on se dirige et chaque événement
un petit peu plus chaque jour avec l'assassinat, par exemple, de la fille d'Alexandre Douguine, d'autres incidents qui sont provoqués, font dire même, on fait même dire au directeur général des Nations Unies que nous sommes à un incident d'une potentielle guerre mondiale. Et donc, s'il y a une guerre mondiale, il faut bien que tous les gens se rendent compte, que vous soyez du côté de l'OTAN ou du côté de la Russie, c'est que, si vous voulez, ce sera une guerre nucléaire. Et cette guerre nucléaire, si vous voulez, elle va profiter à personne. Donc, c'est là où il faut vraiment, si vous voulez, être dans une analyse combative, c'est-à-dire ne pas choisir un camp en soi, mais se battre pour la paix. C'est ce que nous faisons avec notre parti. Ouais. Voilà, juste pour être clair sur le fait que la guerre ne profitera à personne et n'a jamais profité à personne. Alors finalement, Sébastien Perimoni, si on vous comprend très bien, au sortir justement de cette guerre, parce qu'on imagine qu'elle va forcément se terminer, on ne sait pas dans combien de temps, c'est peut-être ça l'interrogation, mais est-ce qu'on ne pourra pas parler à ce moment-là d'un gagnant et d'un perdant? Tout le monde sera peut-être perdant? Si, comme je le disais, on va vers une guerre de haute intensité, en effet, tout le monde sera perdant, parce que comme dans toutes les guerres mondiales, si vous voulez, c'est les peuples qui souffrent, c'est les peuples qui en payent le prix. Après, qui gagnera? Vous savez, si on a une guerre nucléaire, je pense qu'il n'y aura pas de vainqueur. On aura tout simplement un hiver nucléaire avec une situation qui sera chaotique, avec les chaînes d'approvisionnement qui seront brisées, toute la production énergétique. Tout ça sera une situation qu'on a même du mal à imaginer. Mais comme tout simplement on avait du mal à imaginer ce que serait la boucherie de la Première Guerre mondiale, qu'on avait du mal à imaginer ce qui est devenu la Seconde Guerre mondiale et la boucherie avec des dizaines de millions de morts sur les territoires européens, aujourd'hui ce sera d'une ampleur beaucoup plus grave et personnellement j'estime qu'il n'y aura pas de vainqueur. Merci à vous Sébastien Perimoni. On va aller au pas de course, même s'il y a une question d'un téléspectateur pour vous. On verra si la réalisation nous permet peut-être un peu plus tard pour vous donner 30 secondes, peut-être pour répondre à cette interrogation. Madame Aganisha, je reviens donc vers vous. On sait que l'Afrique a été, malgré elle, justement impliquée dans cette crise, obligée de prendre d'ailleurs position contre la Russie. On sait qu'il y a eu des avertissements. L'Union européenne a averti les États africains, menacé les États africains parce qu'elle souhaite que cela s'exprime justement contre la Russie. Alors, la Russie qu'on accuse justement de mercenariat du côté de l'Afrique. Votre grille d'analyse justement sur la posture des États africains face à cette crise russo-ukrainienne? Moi, je pense que c'est pas la première fois aussi pendant la guerre froide, c'était aussi l'Afrique aussi a été mêlée à ça. Et d'ailleurs, à l'époque, Modibo Keïta en a fait les frais, et le Mali en a fait les frais, la Guinée en a fait les frais, beaucoup de pays africains, des pères fondateurs en ont fait les frais. Et je pense que ça devrait quand même servir de leçon aux Africains, notamment certains présidents comme Macky Sall de la Côte d'Ivoire. Ça devrait quand même leur servir de leçon de savoir que être d'un côté d'un bloc ou de l'autre ne les a pas servis. Ils ont toujours été avec l'Occident, avec la France. On peut dire qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas forcément de moyens ni de force pour résister. Mais aujourd'hui, il y a quand même une certaine avance qui fait qu'ils peuvent résister et puis voir, par exemple, Macky Sall envoyer. Ça se voyait de loin qu'il a été envoyé en Russie pour pouvoir débloquer le blé en disant les pauvres Africains vont mourir de faim si le blé n'est pas débloqué, alors que les Africains, généralement en tout cas les Africains subsahariens ne se nourrissent pas de blé. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui pourraient nous impacter dans cette guerre, mais je ne pense pas que même si on mange du pain ou qu'on mange un peu de couscous, c'est pas ça qui va en tout cas nous faire mourir de faim. Et c'est là aussi ce qu'on peut reprocher aussi aux Africains, c'est au lieu de profiter par exemple de cette crise et de voir qu'ils ont, comme les Européens ont fait, ils ont cherché d'autres partenaires, ou comme le Mali a fait en cherchant d'autres partenaires, les pays africains auraient dû aller, on a des terres,
on a des terres qui sont fertiles, on a de la main-d'œuvre, on a nos enfants qui meurent chaque jour dans la Méditerranée. Ils auraient pu, au lieu d'aller quémander du blé à la Russie, aller cultiver les terres, faire des investissements sur nos terres, faire de sorte et puis réfléchir au fait que l'Afrique soit si dépendante de l'extérieur est quelque chose de grave. C'est presque un crime qu'ils font. Parce que voir que l'Afrique dépend de l'Europe pour les oignons, Sébastien en a parlé tout à l'heure, des accords de coopération économique qu'ils ont fait. On a même vu au Sénégal où il y avait des oignons que les Sénégalais avaient cultivés qui ne trouvaient pas preneurs parce que l'Europe envoyait ces oignons qui étaient moins chers et leurs oignons, eux, pourrissaient. Au lieu de faire du protectionnisme, au lieu de faire de sorte de nous libérer c'est aussi la colonisation, c'est aussi ça, c'est de faire de nous des gens qui dépendons toujours des autres. Tout ce que nous achetons, il n'y a pas quelque chose en Afrique aujourd'hui qui ne vienne pas de l'extérieur. Même il y a même je sais pas, il y a même comment ça s'appelle, du gombo ou de l'igname qui viennent de l'extérieur. Alors qu'on a des terres qui ne sont pas occupées. Il n'y a personne. Et on a une jeunesse, l'Afrique aujourd'hui, c'est le continent le plus jeune, le plus peuplé. Et pour quelle raison? Ce qui aurait pu faire la différence, c'est de faire de sorte ça aurait été mieux de faire de sorte qu'on soit moins dépendant de l'Europe et de profiter justement de cette crise pour faire ça, pour investir au lieu d'être un président quémandeur comme ça. C'était presque honteux. Il a fait honte à tous les Africains en venant dire si vous laissez pas sortir le blé, on va mourir de faim. C'est nous les Africains qui allons souffrir le plus. Et c'était totalement faux. Merci à vous, madame. Je poursuis avec vous, docteur Kanga. Alors, quelle attitude justement adopter pour les Africains afin de ne pas sortir perdant dans cette guerre, puisque l'Afrique est impactée, malheureusement, on l'a vu lorsqu'on voit la sortie, ou du moins la visite du président Macky Sall. Le président est également en exercice, bien sûr, de l'Union africaine. On se rend compte qu'il y a des conséquences de cette guerre qui s'appliquent, qui impactent justement sur les États africains. Alors, comment sortir de là sans égratignure, si je peux dire comme ça? Alors, moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse sortir de là sans égratignure, parce que les présidents africains aujourd'hui sont généralement, la plupart, de l'Afrique subsaharienne, ils sont adoubés par la France. Donc, ce sont des personnages qui vont prendre leur feuille de route constamment en France. Donc, comment vont-ils être autonomes donc, pour pouvoir créer des choses en Afrique, utiliser nos terres pour qu'on puisse produire des céréales, de toutes sortes de céréales, il faudrait qu'on ait des chefs d'État assez forts, assez autonomes de la France, des pays du bloc occidental, de l'UE notamment, pour pouvoir prendre des décisions sans être des pantins. Pour moi, j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, en l'état actuel des rapports de la France avec l'Afrique, j'ai du mal à croire qu'on puisse sortir de cette difficulté, sauf avoir des chefs d'État totalement comme la posture qu'adopte Assimi Goïta et les autres du Mali ou bien de la République de la Centrafrique. C'est que ces deux chefs d'État qui aujourd'hui pourraient changer la donne. Mais à l'heure actuelle, avec les présidents qu'on a en Afrique subsaharienne, pour moi, je crois que tant qu'on aura ces présidents, ce sera difficile de ne pas être des suivistes, des Africains qui suivent
tout ce que décide la France, les Africains suivront. Tant qu'on aura des chefs d'État, des larbins, des pantins qui vont obéir au doigt et à l'œil à la France. Tant qu'on est dans ces rapports paternalistes, comme l'avait souligné Aganisha, des rapports infantilisants qui infantilisent l'Afrique. D'ailleurs, pour ne citer que ça, qu'est-ce que Macron a dit quand il est parti au Cameroun? N'a-t-il pas dit que les Africains étaient des hypocrites? Donc chaque président français, dès qu'il arrive, il a toujours un langage fleuri à l'endroit des présidents d'Afrique pour les infantiliser. Quand, je vais encore le redire, quand Sarkozy ne dit pas que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire ou n'est pas entré dans l'histoire, quand c'est pas lui, c'est hypocrite. À tout bout de champ, ces chefs d'État arrogants, condescendants, suffisants, ont toujours, ces chefs d'État de la Ve République ont toujours à la bouche des mots insultants. Donc, et ils voient les chefs d'État africains comme des sous-préfets, à tout le moins, des préfets ou des sous-préfets à qui ils vont dicter quoi que ce soit, qui devront obéir sans réfléchir. Donc moi je dis, en l'état actuel des choses, avec les chefs d'État qu'on a aujourd'hui dans l'Afrique subsaharienne, je n'ai aucune illusion, aucun espoir, sauf à ce qu'ils soient tous balayés et qu'il y ait une nouvelle classe décomplexée, comme Macky Sall, comme Sonko, je voulais dire Sonko, comme le Touadéra, comme Assimi Goïta. C'est cette classe-là, c'est ce type de politiciens qui pourraient rehausser l'image de l'Afrique et mener des politiques beaucoup plus, avoir des postures beaucoup plus égales par rapport à la France, par rapport aux dirigeants français qui regardent l'Afrique du haut de leur savoir, du haut de leur puissance, et regardent l'Afrique comme si l'Afrique n'était rien, alors que l'Afrique, sans les ressources africaines, que serait la France? Sans les ressources africaines, que serait l'Union européenne? Sans les ressources africaines, que serait l'Occident, qui se targue d'être, la plupart de ces pays se targuent d'être de grandes puissances industrielles, de grandes puissances économiques, mais on leur enlève de la bouche les ressources africaines et on verra quel rang ces nations vont occuper. Merci à vous, docteur Kanga. Je vous retrouve, docteur Essono, en quelques minutes encore. On a environ 5 minutes, oui. Alors, rapidement, docteur Essono, pour peut-être sortir, mais je vais revenir vers vous. Il y a cette petite question, Sébastien Périmoni, c'est juste une petite question pour ce téléspectateur. Mais avant, docteur Essono, alors finalement, qui va sortir, selon vous, hein, puisque c'est la grande interrogation, on parle de gagnant-perdant. Il y a plusieurs acteurs lorsqu'on parle de cette crise qui oppose la Russie et l'Ukraine. Il y a la Russie, il y a l'Ukraine, on parle même de l'OTAN et on parle bien sûr de l'Afrique. Oui, cette question a été répondue par Sébastien Périmoni, je crois, c'est-à-dire qu'il est difficile de trancher. Il n'y a que des perdants, en réalité. En fait, du point de vue des belligérants, des puissances belligérantes, que ce soit la Russie, qui, quoi qu'on dise, quand même, à un moment donné de son invasion, essuyé plusieurs défaites. Elles ont évidemment été régulièrement exagérées par l'Ukraine, parce que la guerre, l'Ukraine et la Russie, il y a une guerre d'information, c'est-à-dire que la communication est un champ de bataille à part entière. De la même façon que quand on parlait du Mali, on a souligné la manipulation des dirigeants africains. Donc, je ne pense pas je ne crois pas au grand soir des dirigeants africains, ce jour-là où tous les leaders deviendraient des Assimi Goïta ou des Ousmane Sonko. C'est une excellente chose qu'on ait des gens de cette qualité-là, mais il est aussi important que nous ayons des esprits, je vais dire, sournois.
à la sournoisie de l'autre, il faut aussi que nous ayons des gens qui puissent faire des guerres non frontales, des chefs d'État qui ne soient pas dans la confrontation directe ou qui ne soient pas très vocaux sur certaines récriminations. Autrement, ça contribue à fragiliser la population. On voit ce qui se passe avec, par exemple, puisque nous parlons de ça, de la guerre entre, de l'invasion, de l'invasion russe, qui est un épisode de la guerre, parce que c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis 2014, on le sait. Alors dans cette invasion, on voit des enjeux qui sont aussi des enjeux de dignité. Hein. On a pu appeler cette guerre-là, à un moment donné, la guerre pour la dignité. Alors, la même chose se passe en Afrique. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on capitalise sur les tensions, sur les peurs des blocs transatlantiques, occidentaux et des incertitudes qu'il y a dans toute guerre, parce que c'est une puissance militaire, mais elle ne peut pas maîtriser dans le cadre d'une guerre tous les éléments. Il y a toujours de l'imprévu. La Russie est donc dans cette incertitude, la France, les puissances occidentales, les États-Unis aussi. Et cette incertitude n'est pas simplement militaire ou nucléaire, elle est aussi économique. Nous avons vu des conséquences au niveau de l'inflation, au niveau de leur monnaie, au niveau de l'approvisionnement en gaz. On ne sait pas, tout cela a des effets sur la situation économique. Alors comment est-ce que l'Afrique, dans cette guerre de nerfs, se positionne? La position qui a été dénoncée, la démarche qui a été dénoncée tout à l'heure du président Macky Sall qui va en Russie, elle est évidemment, elle correspond à un état d'esprit qui est celui du moment, où nous n'acceptons plus. Évidemment, nous sommes, nous, des générations nouvelles, de plus en plus sensibles sur les questions de grandeur et de dignité. Mais en réalité, les puissances occidentales ne font rien d'autre. Quand on voit les tournées des secrétaires d'État américains en Afrique, ou la tournée de M. Macron récente en Afrique également, il s'agit de gens qui viennent finalement dire que ne nous laissez pas tomber, qui viennent quémander l'assistance de l'Afrique. Et parfois, comme on a vu avec le Cameroun, très peu de succès, où le président Macron a quand même, on peut le dire sans embâche et sans choquer, a été humilié au Cameroun. Donc la position de Macky Sall qui va donc demander correspondait selon moi sur le moment à un besoin, c'est-à-dire qu'on peut, tout en ayant ces démarches, activer les ressources créatives, l'ingéniosité de notre peuple. Et maintenant, un chef d'État, il gère certes avec des questions de dignité, de symboles, mais aussi des questions plus pressantes, liées au prix du gaz, à l'alimentation de sa population. Donc, il y a eu peut-être, de mon point de vue, des fautes sur la communication, mais je pense que c'est aussi lié peut-être au style Macky Sall. Et oui, tout cela sont des choses sont des marqueurs de notre temps, des preuves que les mentalités ont changé. Elles changent dans tous les peuples, mais chez nous, nous sommes très souvent en train de nous défaire de tous ces complexes-là qui nous empêchaient vraiment de nous penser comme des égaux des autres peuples. Merci à vous, Dr Essono. Alors rapidement, pour les quelques secondes qui nous restent, peut-être répondre à cette petite interrogation, hein, Sébastien Périmoni, de ce téléspectateur qui ne comprend pas pourquoi, selon lui, pourquoi on tourne en rond. Il pense effectivement que la Russie est en train de perdre la guerre. Si la Russie ne parvient pas en 7 mois seulement à terminer cette guerre, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, ça veut dire qu'elle a des difficultés dans ce conflit. Oui, alors bon, c'est une vision des choses. Après, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire gagner cette guerre. L'objectif numéro 1 de la Russie à partir du mois de février était de démilitariser et dénazifier l'Ukraine, parce que je rappelle quand même à notre auditeur
que le département d'État américain, via Victoria Nuland, sous la présidence Obama, ont quand même donné plus de 5 milliards de dollars, si vous voulez, aux personnes qui ont organisé le coup d'État de Maïdan, justement pour mettre en place un régime pour remplacer le régime qui était pro-russe par un régime pro-OTAN, pro-Union européenne, et que pour cela, et ça rejoint d'ailleurs toute l'analyse qu'avait Madame Kanga sur le financement des mercenaires, c'est-à-dire que faut quand même bien signaler que l'Union européenne et le département d'État américain ont soutenu le bataillon Azov, qui se revendique ouvertement d'idéologie néo-nazie, qui ont reçu des armes et qui ont reçu de l'argent. Donc là, on est clairement dans le financement de mercenaires néo-nazis pour renverser un régime sur le continent européen. Et c'est documenté de nombreuses sources. Donc ça dépend de ce qu'on appelle gagner la guerre. Pour répondre à la question de votre auditeur, l'objectif était de démilitariser. Donc aujourd'hui, les forces de frappe ukrainiennes, sans l'apport de l'Union européenne et des États-Unis, seraient déjà totalement déconfites et n'auraient plus aucun moyen de résister à la politique de démilitarisation de la Russie. Mais la France a donné 1 milliard d'armes et continue à en donner, ce qui permet, on va dire, à l'armée ukrainienne de continuer à se défendre. Mais c'est la population qui finit en chair à canon. Et deuxièmement, le projet de dénazifier, c'est-à-dire si vous voulez, en faisant tomber ces bataillons, les bataillons Azov et tous ces réseaux néo-nazis aujourd'hui qui contrôlent le ministère de la Défense, qui contrôlent le centre de renseignement ukrainien. Et je rappelle que c'est eux qui sont accusés, reste à prouver encore les faits, mais qui sont aujourd'hui accusés d'avoir assassiné sur le territoire russe, si vous voulez, une jeune femme qui avait le malheur d'être la fille d'un idéologue russe. Ouais. Donc voilà, en 2 mots, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais l'objectif de la Russie n'est pas d'envahir et de coloniser l'Ukraine, était de démilitariser l'Ukraine pour qu'elle ne rejoigne pas l'OTAN et de dénazifier le gouvernement qui aujourd'hui est très dangereux vis-à-vis de la paix en Europe. Merci à vous, Sébastien Perimoni, pour cette réponse à notre téléspectateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes écrivain-chercheur, auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux de futur ». Merci également à Madame Ganisha, vous êtes militante panafricaniste. Merci d'avoir été avec nous. Le docteur Kanga aussi était avec nous. Vous êtes analyste linguiste souverainiste africaine. Vous vous revendiquez. Merci à vous, docteur, d'avoir été avec nous. Sans oublier bien sûr le docteur Eric Essono qui était aussi avec nous. Vous êtes universitaire du côté de New York, vous êtes écrivain, vous êtes auteur des livres « Vous autres civilisations ». Savez-vous maintenant que vous êtes mortel de la contre-utopie? Merci d'avoir été avec nous. Également, cet autre ouvrage, « L'antiracisme rend-il heureux ?» On aura certainement l'occasion dans nos prochaines éditions, pourquoi pas, de revenir un peu plus en profondeur sur ces différents ouvrages. Merci à vous, mesdames et messieurs, également de nous avoir suivis de bout en bout. C'est la fin de votre édition de Cartes géopolitiques sur 4U Media. Restez en compagnie.